La race. Ceux qui ont consacré leur vie à la lutte contre le racisme, et qui ont quitté ce monde au XXe siècle n'auraient peut-être pas imaginé que le sujet resterait autant préoccupant au XXIe siècle. Après Hitler, d'autres dirigeants en Europe, en Amérique et en Asie, notamment en Inde, agitent la fibre du racisme pour des raisons politiques. Aujourd'hui encore, la question de la race préoccupe les scientifiques et les historiens. Pourtant, il est difficile de définir ce concept de façon scientifique. En effet, depuis les travaux de Darwin, de nombreux chercheurs ont montré que tous les êtres humains partagent une même origine. Autrement dit, il n'existe qu'une seule espèce humaine, et les différences de couleur de peau ou de traits physiques ne justifient pas l'idée de race distincte. Le concept de raciation est la formation des races. Le terme raciation désigne un processus biologique par lequel une population acquiert des caractères distinctifs qui lui sont propres, conduisant à la formation de ce que l'on appelle historiquement des races. Il est important de noter que ce concept s'inscrit dans le cadre plus large de l'évolution biologique. Conditions de la formation des races. La formation de ces groupes distincts, ou races, est conditionnée par deux mécanismes évolutifs majeurs. L'isolement sexuel, ou isolement reproductif. L'absence de croisement, ou un croisement très réduit, entre différents groupes empêche le brassage génétique. Cet isolement conduit à l'accumulation de différences génétiques et de différences morphologiques, physiques, distinctes entre les populations. La sélection naturelle. Ce mécanisme favorise la survie et la reproduction des individus les mieux adaptés à un environnement spécifique. Au fil du temps, cela modèle les populations, faisant émerger des traits qui sont avantageux dans des conditions environnementales données, climat, ressources, maladies, etc. Application du concept en Afrique. Le continent africain offre un exemple éloquent où ces processus évolutifs ont été particulièrement actifs et variés. Rôle de la dérive génétique et de l'isolement. La dérive génétique, modification aléatoire de la fréquence des gènes, plus notable dans les petites populations, a joué un rôle important. De petits groupes ethniques pratiquant l'endogamie, mariage à l'intérieur du groupe, et souvent isolés par des barrières géographiques ou des scissions sociales, ont vu l'apparition et la fixation de caractères génétiques spécifiques. Rôle de la sélection naturelle et de l'environnement. La sélection naturelle a également fortement façonné les populations en fonction de la grande diversité des environnements africains, exemple, forêts denses, hauts plateaux, zones de mangroves côtières. Caractérisation génétique des races. Sur le plan génétique, les caractéristiques d'une race se définissent par la fréquence ou la présence de certains gènes spécifiques. Ces gènes peuvent être remplaçables par des allèles, versions différentes d'un même gène, dans d'autres groupes. Chez les individus dits métis, issus du croisement de différents groupes, ces gènes et allèles caractéristiques coexistent, témoignant du mélange génétique. Adaptation biologique et morphologie, une lecture critique de la notion de race. Nous explorons l'ancienne approche morphologique de la race et son lien avec les adaptations environnementales chez l'humain. Cette perspective considérait les races comme des groupements zoologiques naturels d'hominidés partageant des caractères morphologiques et comportementaux héréditaires. Corrélation entre morphologie et climat. Des études historiques ont cherché à établir des corrélations entre certains traits physiques, la stature, et des variables environnementales, température et humidité. Ces observations suggèrent des mécanismes d'adaptation. L'indice nasal et le climat. La forme du nez est un exemple classique d'adaptation climatique. Un nez étroit est biologiquement plus efficace pour réchauffer l'air froid et pour humidifier l'air sec avant qu'il n'atteigne les poumons. De fait, l'indice nasal, le rapport entre la largeur et la hauteur du nez, a historiquement été noté comme variant selon les différentes zones climatiques en Afrique. La régulation thermique,
transpiration, la régulation de la température corporelle illustre également des différences fonctionnelles. Bien que la densité des glandes sudoripares puisse être similaire entre les différents groupes humains, par exemple, entre les populations subsahariennes et européennes, des recherches ont indiqué que certains groupes, comme ceux historiquement désignés par le terme « nègre », présentaient une transpiration plus abondante pour réguler leur température dans des climats chauds. L'approche morphologique, méthode et limites. L'approche zoologique et classificatoire de la race s'est principalement appuyée sur une analyse critique des observations et des mensurations. Répertoire de mesures, un vaste répertoire d'observations et de mesures, ou mensurations, a été développé. Ces analyses couvraient un large éventail de caractères, allant des traits externes évidents aux détails internes, la couleur de la peau, la forme des cheveux, lisses, crépus, ondulés. Des détails squelettiques, comme la forme du crâne, craniométrie, ou la courbure fémorale, du fémur. Critique de l'approche, bien que ce type d'approche ait généré un grand volume de données descriptives, la science moderne, génétique des populations, a largement invalidé le concept de race comme catégorie biologique rigide, montrant que la variation est continue et que la majorité de la diversité génétique humaine se trouve à l'intérieur des populations plutôt qu'entre elles. La typologie raciale par la morphologie, limite et critique. L'approche morphologique a longtemps dominé l'étude des races humaines, cherchant à classer les populations en fonction de leurs caractéristiques physiques. Cependant, cette méthode présente des faiblesses méthodologiques et conceptuelles importantes. L'utilisation des indices morphologiques. Des chercheurs, comme Dixon, ont accordé une attention particulière à des mesures standardisées pour définir les types raciaux. L'indice céphalique, il s'agit du rapport entre la largeur maximale et la longueur maximale du crâne, ou de la tête. Cet indice a servi de base pour distinguer des groupes humains. Combinaison d'indices, les typologies raciales reposaient souvent sur la combinaison de plusieurs mesures, par exemple, en associant l'indice céphalique et l'indice nasal pour créer des catégories. La faiblesse du lien morphologie-génétique. La principale faiblesse de cette approche réside dans sa présupposition que les caractères morphologiques, la forme du crâne ou du nez, sont un reflet direct et parfait du stock génétique d'une population. Or, ces caractéristiques se situent souvent à la frontière entre l'individu et son environnement. Elles sont donc parfois plus acquises, influencées par le mode de vie, le régime alimentaire, les pressions environnementales, qu'exclusivement innées, déterminées par les gènes. Exception fréquente, cette forte influence environnementale fait que les exceptions à la règle, les individus ne correspondant pas aux critères définis pour leur race, sont plus fréquentes que la règle elle-même, rendant la typologie inefficace. Autre limite méthodologique de l'approche. Plusieurs autres problèmes ont miné la validité des classifications morphologiques. Désaccords méthodologiques, il existait des désaccords entre les différentes écoles de recherche concernant les techniques de mensuration, manière de mesurer. Ces incohérences rendaient les comparaisons des données entre les études et les chercheurs extrêmement difficiles. Nécessité d'une approche globale, les groupes humains sont des entités biologiques complexes. La classification ne peut se faire en isolant un ou deux traits, segment par segment. Il est nécessaire d'examiner les populations dans leur globalité. Même l'utilisation des statistiques informatisées avancées de l'époque, telles que la distance multivariée ou les coefficients de ressemblance raciale, ne parvenait pas à capturer adéquatement la complexité réelle de la variation humaine. L'approche démographique des races, une perspective génétique. L'approche démographique ou populationnelle représente une remise en question scientifique et sociale de la classification humaine par la morphologie. Contrairement aux anciennes méthodes qui se focalisaient sur les traits physiques individuels, cette perspective se concentre sur les fréquences de caractéristiques génétiques au sein des populations.
fondement de l'approche populationnelle. Cette méthode utilise des éléments sérologiques ou génétiques, ADN, pour établir une classification plus objective des groupes humains. Elle définit un groupe, souvent appelé race dans ce contexte historique, comme une population présentant plus de ressemblances génotypiques, composition génétique et phénotypique, très observables, entre ses membres. Moins de ressemblances avec les membres d'autres groupes. Des chercheurs comme Lamont ont formalisé cette définition en insistant sur la cohérence génétique interne. Typologie et marqueurs génétiques. Plusieurs scientifiques ont adopté cette conception démographique, utilisant des dénominations géographiques ou des marqueurs génétiques précis. Alex Jeff a privilégié une conception démographique associée à des dénominations géographiques pour désigner les grands ensembles de population. Chouidesky et Boyd se sont illustrés en étudiant la distribution des groupes sanguins A, B, O, rhésus. Ces groupes sanguins ont été utilisés comme marqueurs sanguins des populations humaines. Avantages des marqueurs sanguins et génétiques. L'utilisation des groupes sanguins, et plus tard d'autres marqueurs génétiques, présente des avantages décisifs par rapport aux critères purement morphologiques. Monogéniques et simplifiés, ces marqueurs sont souvent monométriques, dépendent d'un seul gène, ce qui simplifie leur étude et leur transmission. Loi du tout ou rien, ils obéissent à la loi du tout ou rien, un individu a le groupe A ou il ne l'a pas, par exemple, éliminant l'ambiguïté des mesures continues comme la taille du nez. Faible influence environnementale, ces caractéristiques sont peu influencées par l'environnement, étant fixées dès la formation de l'œuf. Cela les rend plus fiables pour déduire l'histoire génétique des populations. La complexité génétique des populations humaines, l'analyse des facteurs sanguins. L'approche populationnelle utilisant les facteurs sanguins a permis de mieux comprendre la diversité génétique humaine. Cependant, l'analyse de ces marqueurs révèle une complexité qui nuance l'idée de race comme catégorie simple et distincte. Diversité et ancienneté des systèmes sanguins. L'étude des systèmes de groupes sanguins montre des différences d'ancienneté et de distribution. Systèmes universels, anciens, certains systèmes, comme le système ABO, groupe A, B, O, sont universels. Leur présence dans toutes les populations humaines suggère une origine très ancienne, antérieure même à l'hominisation, l'émergence du genre Homo. Systèmes à dominance régionale, dispersion, d'autres systèmes, tels que le système Rhésus, RH, sont omniprésents, présents partout, mais montrent des dominantes régionales claires. Par exemple, le chromosome R, associé au rhésus négatif, est plus fréquent chez les populations d'origine européenne, historiquement désignées comme blancs. Le chromosome R0 est particulièrement dominant chez les populations d'Afrique subsaharienne, historiquement désignées comme noirs. Cette distribution reflète la dispersion humaine et l'adaptation à diverses niches écologiques. Marqueurs et distribution géographique. Certains facteurs sanguins agissent comme de véritables marqueurs génétiques d'une population ou d'une région, bien qu'ils ne soient jamais exclusifs à un seul groupe. Marqueurs géographiquement circonscrits, certains facteurs génétiques présentent une distribution très limitée. Par exemple, l'hémoglobine C est fortement concentrée et caractérise principalement les populations du plateau voltaïque en Afrique de l'Ouest. Facteurs sanguins et adaptation environnementale. Bien que les facteurs sanguins, comme A, B, O, ne possèdent pas intrinsèquement de valeur adaptative, ils n'améliorent pas directement la survie, l'environnement infectieux ou parasitaire peut exercer une sélection naturelle sur certains gènes sanguins ou d'hémoglobine. L'hémoglobine S et le paludisme, le cas le plus célèbre est celui de l'hémoglobine S, responsable de la drépanocytose, ou anémie falciforme, sous sa forme homozygote. Ce gène est présent chez les populations d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie où le paludisme est endémique. Chez les individus hétérozygotes, porteurs d'un seul gène S,
Ce trait confère une adaptation et une protection significative contre les formes graves du paludisme. La maladie a donc favorisé le maintien de ce gène dans ces régions, illustrant comment l'environnement façonne la composition génétique des populations. L'approche populationnelle et la négation biologique des races humaines. Bien que l'approche hémotypologique et populationnelle, basée sur la génétique et les marqueurs sanguins, ait constitué un progrès scientifique, elle a finalement révélé des limites qui ont conduit la majorité de la communauté scientifique à nier l'existence de races humaines au sens biologique strict. Incohérence entre morphologie et génétique. L'analyse génétique des populations a souvent produit des résultats qui contredisent les classifications basées uniquement sur l'apparence physique. Arbre phylogénique de Cavalli-Sforza, les travaux de génétique, comme l'arbre phylogénique, qui retrace les liens évolutifs, établis par Cavalli-Sforza, ont montré une divergence par rapport aux arbres basés sur les mensurations anthropométriques, morphologiques. Interprétation des affinités, cette divergence suggère que les similitudes morphologiques, l'apparence physique, entre deux groupes sont souvent plus liées à des environnements similaires, même climat, même pression sélective, qu'à un héritage génétique commun et récent. La répartition de la variabilité génétique, chez le hontin. L'une des études les plus influentes, menée par le hontin et basée sur l'hémotypologie, analyse des groupes sanguins et autres protéines, a quantifié la distribution de la diversité génétique humaine. Ces conclusions sont fondamentales. Variabilité intrinsèque. Plus de 85% de la variabilité génétique totale de l'espèce humaine se situe à l'intérieur des nations ou des populations prises individuellement. Variabilité intergroupe, seuls 7% des différences séparent les nations appartenant à une même race traditionnelle. Variabilité interraciale, seulement 7% de la diversité génétique sépare les races traditionnelles entre elles, exemple, européens, asiatiques, africains. En gros, ces chiffres démontrent que les individus au sein d'un même groupe racial sont génétiquement plus différents entre eux que la différence génétique moyenne observée entre les races elles-mêmes. Le passage à l'espèce monotypique. Ces découvertes génétiques ont conduit la majorité des scientifiques à nier l'existence biologique des races humaines, car les différences génétiques entre les groupes ne justifient pas une classification en sous-espèces distinctes. L'anthropologue Gilles Ruffier a théorisé ce changement. Espèce polytypique, autrefois, l'espèce humaine était considérée comme polytypique, divisée en types distincts, sous l'effet de pressions sélectives fortes exercées par des environnements très différents et l'isolement. Espèce monotypique, aujourd'hui, l'espèce humaine est devenue monotypique, une seule espèce sans sous-catégorie biologique, grâce à l'adaptation culturelle, capacité à modifier l'environnement par la technologie et la culture, et au brassage génétique accru. L'espèce humaine est donc une entité génétique unique et fortement interdépendante. De la génétique à la dénonciation du mythe racial. Les avancées en génétique des populations ont fondamentalement transformé la compréhension de la diversité humaine, déplaçant le débat de la morphologie vers la fréquence des gènes. Cette approche scientifique a conduit à une remise en question radicale du concept de race en tant que catégorie biologique valide. La faible signification biologique des différences apparentes. Les différences physiques les plus visibles, comme la couleur de la peau, représentent une part négligeable de la diversité génétique totale de l'espèce humaine. Gènes de différenciation limitée. Le généticien Bentley Glass a estimé qu'il n'existe pas plus de 6 paires de gènes qui différencient les populations historiquement classées comme race blanche et race noire. Dominance de la variabilité intragroupe. Les différences génétiques intragroupes, entre individus d'une même population, sont en réalité bien plus nombreuses que les différences intergroupes. Le consensus scientifique et social, la race comme mythe. Les données génétiques confirment que la notion de race est principalement une construction sociale plutôt qu'un fait biologique.
L'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, a officiellement déclaré que la race est moins un phénomène biologique qu'un mythe social. Exemple d'arbitraire, le caractère arbitraire et politique de la classification raciale est clairement illustré par des contextes historiques comme le régime de l'apartheid en Afrique du Sud, où des populations étaient classées de manière rigide et souvent contradictoire. La vision de l'espèce humaine. Le biologiste Yerno propose une image dynamique et unifiée de l'espèce humaine. Un réseau génétique fluctuant, il décrit l'espèce humaine comme un réseau de territoires génétiques fluctuants où les populations sont en constante transformation et interconnexion par des flux génétiques, c'est-à-dire les migrations géniques. La persistance du sentiment racial. Malgré l'approche scientifique réfutant le concept de race biologique, les sentiments raciaux continuent de persister dans la société. Cela s'explique en grande partie par les apparences phénotypiques visibles, couleur de peau, traits du visage, qui servent de marqueurs identitaires rapides. Idéologie dangereuse, le mythe racial est malheureusement toujours alimenté par des idéologies dangereuses et des systèmes de classification archaïques, tels que ceux établis historiquement par des naturalistes comme Linné, ou, plus récemment et tragiquement, par l'idéologie nazie ou l'apartheid, qui utilisent ces différences apparentes pour justifier la discrimination et la violence. Au final, l'humanité est un pool génétique unique et dynamique. La science génétique moderne a largement invalidé le concept de race biologique distincte et rigide. Elle promeut plutôt une vision de l'humanité comme un pool génétique unique et interconnecté. Ce changement de perspective souligne le caractère dynamique et complexe des phénomènes autrefois désignés comme raciaux. Le dynamisme des phénomènes raciaux. Les soi-disant phénomènes raciaux ne sont pas des entités fixes, mais un processus lent et complexe et en constante évolution. Des éléments comme la couleur de la peau ou la forme du nez ne sont que des aspects superficiels de cette dynamique génétique. Ce dynamisme est façonné par l'interaction de deux composantes fondamentales. 1. Le patrimoine génétique, il agit comme une banque de données biologiques, fournissant les variations initiales. 2. L'environnement au sens large, cela inclut non seulement le milieu physique, climat, altitude, mais aussi des facteurs internes, comme le milieu fœtal, qui influencent le développement des traits. Les changements au sein des populations résultent de mécanismes évolutifs interdépendants. La sélection naturelle favorise les traits adaptés à l'environnement. La migration génique, métissage, le mélange génétique entre populations. La dérive génétique, les changements aléatoires de fréquence des gènes. Les mutations, l'apparition de nouveaux allèles, variantes de gènes. Synthèse, le faciès racial comme histoire complète. Le faciès racial actuel d'une population, ses caractéristiques physiques et génétiques prédominantes, s'explique par son histoire complète. Cette histoire intègre non seulement les facteurs biologiques et environnementaux, mais aussi les représentations collectives, les religions et les modes de vie qui influencent les schémas de reproduction et de migration. La science génétique moderne confirme donc que la diversité humaine est un continuum de variations façonné par le temps, le lieu et l'interaction complexe entre la biologie et la culture. Le continent africain, berceau de l'humanité et dynamique des populations. L'étude des populations du continent africain revêt une importance capitale pour comprendre l'histoire de l'humanité, l'Afrique étant considérée comme le berceau de l'espèce humaine. Cependant, l'analyse historique y est rendue complexe par la conservation difficile des fossiles. Malgré cela, la majorité des populations africaines sont considérées comme autochtones. Adaptation et couleur de peau. La couleur de peau est un trait morphologique classique lié à l'adaptation aux conditions environnementales. Adaptation tropicale,
la couleur de peau foncée chez les premiers habitants des zones tropicales africaines est interprétée comme une adaptation protectrice essentielle contre les dommages causés par les rayons ultraviolets intenses. Trait secondaire du Nord, inversement, la peau et les yeux clairs des peuples vivant plus au nord, moins exposés aux UV, sont vus comme des caractères secondaires, résultant de mutations ou de pression sélective favorisant une meilleure synthèse de la vitamine D dans des environnements moins lumineux. Les groupes populationnels majeurs en Afrique. Bien que les frontières génétiques ne soient pas linéaires, les anthropologues ont historiquement identifié deux grands ensembles populationnels en Afrique. Le groupe arabo-berbère, Nord, ce groupe est principalement situé au nord du Sahara. Son patrimoine génétique présente une influence notable du groupe dit méditerranéen, ou caucasoïde. Le groupe nègre, Sud, ce groupe englobe les populations subsahariennes. Les variations climatiques passées, telles que l'alternance de périodes arides et humides qui ont modifié l'étendue du Sahara, ont grandement favorisé les brassages et les flux génétiques constants entre ces deux ensembles. Chronologie de l'individualisation des groupes. Les études génétiques basées sur l'hémotypologie, marqueurs sanguins, et l'analyse de l'ADN ont fourni des estimations sur l'ancienneté des groupes humains. Individualisation du groupe négroïde, les chercheurs Nei Masatoshi et Roi Kuduri ont estimé que le groupe historiquement désigné comme négroïde, subsaharien, se serait individualisé il y a environ 120 000 ans. Différenciation tardive, par contraste, les groupes dits mongoloïdes et caucasoïdes se seraient différenciés plus récemment, il y a seulement environ 55 000 ans. Ce schéma chronologique est en accord avec les données de l'hémotypologie fondamentale et renforce l'idée de l'Afrique comme point de départ de la dispersion humaine moderne. La diversité génétique en Afrique et la remise en question des classifications raciales. L'étude de la diversité génétique des populations africaines est essentielle, car elle remet fondamentalement en question les classifications traditionnelles des races humaines. La génétique démontre que les groupements sont complexes et dynamiques, ne correspondant pas aux catégories rigides du passé. L'identification des groupes génétiques. Des chercheurs, comme Albert Jacquard, ont appliqué des techniques mathématiques sophistiquées à l'analyse de marqueurs génétiques, notamment les systèmes sanguins, pour identifier des regroupements de populations en Afrique. Cette approche a révélé une gradation et un continuum génétique sur le continent, plutôt que des frontières nettes. Du nord au sud, les analyses ont identifié des groupes génétiques allant des populations de type caucasoïde, au nord, aux populations noires, au sud du Sahara. Agrégats mitoyens, entre ces extrêmes, l'étude a mis en évidence des agrégats génétiques mitoyens, intermédiaires. Fait notable, ces agrégats incluaient des populations qui étaient, selon les anciennes typologies, classées sans distinction dans la catégorie noire. Limite des découpages et réfutation des races. Bien que ces techniques génétiques aient permis de distinguer des groupes basés sur des fréquences de gènes, elles ne confirment pas la division en races traditionnelles. Sensibilité de la classification. La manière dont les populations sont regroupées dépend fortement de la quantité et du type d'information génétique utilisée. Modifier ces paramètres peut influencer grandement la physionomie des regroupements obtenus, prouvant l'arbitraire des divisions nettes. En conclusion, la génétique moderne révèle la complexité et le caractère nuancé des liens génétiques entre les populations. Elle invalide les classifications raciales simples au profit d'une vision où les différences sont progressives et la variabilité est continue. Les populations subsahariennes, évolution de la classification et unité génétique. L'étude des populations d'Afrique subsaharienne a connu une évolution terminologique et scientifique majeure. Les désignations ont changé, passant de termes historiques comme Homo affaire, utilisés par Linné, à nègre ou négroïde. Aujourd'hui, la science privilégie des termes géographiques comme population subsaharienne ou africaine, en reconnaissant leur profonde unité génétique fondamentale.
Le consensus sur l'unité génétique. La majorité des scientifiques s'accordent désormais sur le fait que les peuples subsahariens forment un ensemble génétique cohérent, bien que diversifié. Classification de Boyd. Le généticien Boyd, en se basant sur les marqueurs sanguins, a identifié un seul grand groupe négroïde englobant toute l'Afrique au sud du Sahara, incluant même l'Éthiopie. Il a établi une distinction génétique claire entre ce vaste groupement et les autres groupes humains mondiaux. Confirmation par Yerno. Les travaux de Jean Yerno sont venus confirmer cette thèse d'unité. Ces études génétiques ont montré l'uniformité génétique des diverses populations subsahariennes, qui incluaient les classifications traditionnelles comme les Soudanais, les Bantous, les Khoisans, historiquement appelés Bochimans et Hottentots, les Pygmées, les Nilotes et les Peuls. Distinction génétique et dispersion. L'analyse génétique met en lumière une distinction fondamentale entre les groupes subsahariens et les autres populations mondiales. Distance génétique des Noirs asiatiques. Yerno a notamment souligné la grande distance génétique qui sépare les populations d'Afrique subsaharienne des Noirs asiatiques, comme les Mélanésiens ou les aborigènes d'Australie. Cette distinction renforce l'idée que les ressemblances morphologiques entre ces groupes, peau foncée, sont dues à des adaptations convergentes à des environnements tropicaux similaires, sélection naturelle, et non à un héritage génétique commun récent. Au final, la science génétique moderne a remplacé les typologies raciales obsolètes par une compréhension des populations subsahariennes comme un vaste et ancien ensemble génétique, porteur d'une grande partie de la diversité génétique de l'humanité. Conclusion générale sur la diversité africaine et la négation du mythe racial. L'analyse des populations africaines, sous l'angle de la génétique, de l'environnement et de l'histoire, permet de tirer des conclusions décisives qui réfutent les notions de race et de hiérarchie biologique. La science moderne confirme l'unité fondamentale des peuples africains et dénonce l'abus du mythe pseudo-scientifique. Unité linguistique et influence environnementale. Unité linguistique. Les classifications linguistiques modernes réfutent l'idée d'une hiérarchie des langues liées aux races. Elles mettent plutôt en lumière l'unité fondamentale et les liens étroits entre les langues parlées en Afrique. Facteurs environnementaux. Les variations physiques, phénotypes, observées en Afrique s'expliquent par des facteurs environnementaux, le biotope. Ces facteurs créent des agrégats plus composites dans les zones de brassage et de passage, par exemple, la vallée du Nil. Des isolats, populations géographiquement isolées, avec des caractères atypiques dans des environnements extrêmes, montagnes, forêts denses, marais. Migration et influence. L'histoire des invasions et migrations, surtout dans les zones périphériques, explique d'autres particularités. Par exemple, l'influence génétique de la péninsule arabique sur la corne de l'Afrique et au-delà est un facteur important de diversification. Le phénotype africain, témoignage d'une longue évolution. La remarquable variété des phénotypes africains témoigne de la très longue histoire de l'évolution humaine sur ce continent. Les fossiles préhistoriques suggèrent une vaste et ancienne implantation du type sud-saharien, avec la région du Soudan ayant servi de carrefour de diffusion des populations. La dénonciation du mythe pseudo-scientifique. L'histoire de l'Afrique n'est pas une histoire de race. Le mythe pseudo-scientifique de la supériorité raciale a été utilisé pour justifier des événements historiques discriminatoires et violents. Race et intelligence. La science anthropologique a déjà amplement démontré l'absence de lien entre la notion de race et l'intelligence. Race et classe sociale. S'il existe parfois une connexion visible entre un phénotype et une classe sociale, cette corrélation est due à l'histoire socio-économique et aux discriminations, et non à une détermination biologique. La prééminence historique de la culture sur la biologie est évidente depuis l'apparition du genre Homo. Le véritable défi contemporain est désormais de faire en sorte que cette réalité scientifique et historique soit admise dans les esprits et dans les pratiques sociales.